Le lion et le rat. Il faut autant qu'on peut obliger tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. De cette vérité, deux fables feront foi, tant la chose en preuve abonde. Entre les pattes d'un lion, un rat sortit de terre assez à l'étourdi. Le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût affaire? Cependant, il advint qu'au sortir des forêts, le lion fut pris dans des rets, dont ses rugissements ne le purent défaire. Syrah accourut et fit tant par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Jean de La Fontaine. La colombe et la fourmi. L'autre exemple est tiré d'animaux plus petits. Le long d'un clair ruisseau buvait une colombe, quand sur l'eau se penchant une fourmi y tombe. Et dans cet océan, l'on eût vu la fourmi s'efforcer mais en vain de regagner la rive. La colombe aussitôt usa de charité, un brin d'herbe dans l'eau par elle étant jeté, ce fut un promontoire où la fourmi arrive. Elle se sauve, et là-dessus passe un certain croquant qui marchait les pieds nus. Ce croquant, par hasard, avait une arbalète. Dès qu'il voit l'oiseau de Vénus, il le croit en son pot et déjà lui fait fête. Tandis qu'à le tuer, mon villageois s'apprête, la fourmi le pique au talon. Le vilain retourne la tête, la colombe l'entend, part et tire de long. Le souper du croquant avec elle s'envole, point de pigeon pour une obole. Jean de La Fontaine. Le laboureur et ses enfants. Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. « Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver, vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait l'out. Creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Le père mort, les fils vous retournent le champ, de ça, de là, partout, si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage. D'argent, point de cachet. Mais le père fut sage de leur montrer, avant sa mort, que le travail est un trésor. Jean de La Fontaine. Le pot de terre et le pot de fer. Le pot de fer proposa au pot de terre un voyage. Celui-ci s'en excusa, disant qu'il ferait que sage de garder le coin du feu, car il fallait si peu que la moindre chose de son débris serait cause. Il en reviendrait morceau. « Pour vous, dit-il, dont la peau est plus dure que la mienne, je ne vois rien qui vous tienne. » « Nous vous mettrons à couvert, répartit le pot de fer. Si quelque matière dure vous menace d'aventure, entre deux je passerai, et du coup vous sauverai. » Cette offre le persuade. Pot de fer, son camarade, se met droit à ses côtés. Mes gens s'en vont à trois pieds, clopin-clopant comme ils peuvent, l'un contre l'autre jetés, au moindre hoquet qu'ils treuvent. Le pot de terre en souffre, et il n'eut pas fait 100 pas que par son compagnon il fut mis en éclat, sans qu'il eût lieu de se plaindre. Ne nous associons qu'avec nos égaux, ou bien il nous faudra craindre le destin d'un de ces pots. Jean de La Fontaine. Les deux mulets. Deux mulets cheminaient, l'un d'avoine chargé, l'autre portant l'argent de la gabelle. Celui-ci, glorieux d'une charge si belle, n'en voulut pour beaucoup en être soulagé. Il marchait d'un pas relevé et faisait sonner sa sonnette. Quand l'ennemi se présentant, comme il en voulait à l'argent, sur le mulet du fisc, une troupe se jette, le saisit au frein et l'arrête. Le mulet, en se défendant, se sent percer de coups, il gémit, il soupire. « Est-ce donc là, dit-il, ce qu'on m'avait promis ? Ce mulet qui me suit du danger se retire, et moi j'y tombe et je péris. »« Ami, lui dit son camarade, il n'est pas toujours bon d'avoir un haut emploi. Si tu n'avais servi qu'un meunier comme moi, tu ne serais pas si malade. » Jean de La Fontaine. La mort et le bûcheron. Un pauvre bûcheron tout couvert de ramée, sous le fait du fagot aussi bien que des ans, gémissant et courbé, marchait à pas pesants.
et tâchait de gagner sa chaumine enfumée. Enfin, n'en pouvant plus d'efforts et de douleur, il met bas son fagot, il songe à son malheur. Quel plaisir a-t-il eu depuis qu'il est au monde? En est-il un plus pauvre en la machine ronde? Point de pain quelquefois, et jamais de repos. Sa femme, ses enfants, les soldats, les impôts, le créancier et la corvée lui font d'un malheureux la peinture achevée. Il appelle la mort, elle vient sans tarder, lui demande ce qu'il faut faire. C'est, dit-il, afin de m'aider à recharger ce bois, tu ne tarderas guère. Le trépas vient tout guérir, mais ne bougeons d'où nous sommes. Plutôt souffrir que mourir, c'est la devise des hommes. Jean de La Fontaine. Le loup plaidant contre le renard par devant le singe. Un loup disait que l'on l'avait volé. Un renard, son voisin, d'assez mauvaise vie, pour ce prétendu vol par lui fut appelé. Devant le singe, il fut plaidé non point par avocat, mais par chaque partie. Thémis n'avait point travaillé, de mémoire de singe a fait plus embrouillé. Le magistrat suait en son lit de justice. Après qu'on eut bien contesté, répliqué, crié, tempêté, le juge, instruit de leur malice, leur dit « Je vous connais de longtemps, mes amis, et tous deux, vous paierez l'amende. Car toi, loup, tu te plains, quoiqu'on ne t'ait rien pris, et toi, renard, as pris ce que l'on te demande. » Le juge prétendait qu'à tort et à travers, on ne saurait manquer, condamnant un pervers. La Fontaine. Le cygne et le cuisinier. Dans une ménagerie de volatiles remplie, vivaient le cygne et l'oison. Celui-là destiné pour les regards du maître, celui-ci pour son goût. L'un qui se piquait d'être commensal du jardin, l'autre de la maison. Des fossés du château faisaient leur galerie, tantôt on les eût vus côte à côte nager, tantôt courir sur l'onde, et tantôt se plonger sans pouvoir satisfaire à leurs vaines envies. Un jour le cuisinier, ayant trop bu d'un coup, prit pour oison le cygne, et le tenant au cou, il allait l'égorger, puis le mettre en potage. L'oiseau, prêt à mourir, se plaint en son ramage. Le cuisinier fut fort surpris, et vit bien qu'il s'était mépris. « Quoi, je mettrais, dit-il, un tel chanteur en soupe? Non, non, ne plaise aux dieux, que jamais ma main coupe la gorge à qui s'en sert si bien. » Ainsi, dans les dangers qui nous suivent en croupe, le doux parler ne nuit de rien. La Fontaine. Le cerf et la vigne. Un cerf à la faveur d'une vigne fort haute, et tel qu'on en voit en de certains climats, s'étant mis à couvert et sauvé du trépas, les veneurs pour ce coup croyaient leurs chiens en faute. Il les rappelle donc. Le cerf, hors de danger, broute sa bienfaitrice. Ingratitude extrême. On l'entend, on retourne, on le fait déloger. Il vient à mourir en ce lieu même. « J'ai mérité, dit-il, ce juste châtiment, profitez-en, ingrat. » Il tombe en ce moment. La meute en fait curer. Il lui fut inutile de pleurer au veneur à sa mort arrivée. Vraie image de ceux qui profanent l'asile qui les a conservés. Jean de La Fontaine. Le lion abattu par l'homme. On exposait une peinture où l'artisan avait tracé un lion d'immense stature par un seul homme terrassé. Les regardants en tiraient gloire. Un lion, en passant, rabattit leur caquet. « Je vois bien, dit-il, qu'en effet on vous donne ici la victoire, mais l'ouvrier vous a déçu. Il avait liberté de feindre. Avec plus de raison, nous aurions le dessus, si mes confrères savaient peindre. » Jean de La Fontaine. Le chameau et les bâtons flottants. Le premier qui vit un chameau s'enfuit à cet objet nouveau. Le second approcha, le troisième osa faire un licou pour le dromadaire. L'accoutumance ainsi nous rend tout familier. Ce qui nous paraissait terrible et singulier s'apprivoise avec notre vue, quand se vient à la continue. Et puisque nous voici tombés sur ce sujet, on avait mis des gens au guet, qui voyant sur les eaux de loin certain objet, ne purent s'empêcher de dire que c'était un puissant navire. Quelques moments après, l'objet devint brûlot, et puis nacelle, et puis ballot,
Enfin, bâton flottant sur l'onde. J'en sais beaucoup de par le monde, à qui ceci conviendrait bien. De loin c'est quelque chose, et de près ce n'est rien. La Fontaine. L'âne portant des reliques. Un baudet chargé de reliques s'imagina qu'on l'adorait. Dans ce pensée, il se carrait, recevant comme sien l'encens et les cantiques. Quelqu'un vit l'erreur et lui dit « Maître Baudet, ôtez-vous de l'esprit une vanité si folle. Ce n'est pas vous, c'est l'idole à qui cet honneur se rend, et que la gloire en est due. D'un magistrat ignorant, c'est la robe qu'on salue. » Jean de La Fontaine.